Bonjour tout le monde. Bon webinaire de prime abord. Je me présente rapidement. Mon nom est Diane Harvey. Je suis directrice générale de la QRP, qui je dirais, proposé l'invitation à ces grandes dames de venir nous parler de l'implication active des proches comme étant une réelle différence dans le processus de réadaptation et de rétablissement. Ce webinaire-là a été mis en place en lien, même si ça fait loin, du dernier colloque de la QRP qui a eu lieu en mai 2024, où à la clôture, on a demandé aux participants, il y avait quand même à peu près 500 personnes qui ont répondu, quelles étaient leurs préoccupations pour l'avenir en santé mentale et sans tomber de notre chaise, les préoccupations habituelles sont de retour, dont en priorité l'importance de l'implication active des personnes utilisatrices de santé mentale, mais aussi l'implication active des membres de l'entourage. Et ressorti aussi comme préoccupation la lutte contre la stigmatisation, l'accès à l'emploi, l'accès au logement. Et c'est pour ça qu'en cours d'année, la QRP, et dans le cadre de son 35e anniversaire, a voulu faire le lien entre ces préoccupations-là et cet anniversaire-là de 35 ans, en créant différents webinaires. Nous voici donc au premier webinaire sur l'implication réelle des proches. Et je vais faire les choses de façon un peu non habituelle. Je vais commencer tout simplement par vous présenter l'équipe de soutien, dont Madame Dominique Brière, qui est agente de recherche à la chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales, associée à l'Université du Québec à Rimouski, qui agit en soutien de l'équipe de Marie-Hélène Morin. Je vais remercier immédiatement Pascal Evans qui a agi aussi en soutien de la préparation de ce webinaire au niveau des communications. Et quand je vous dis qu'on n'ira pas de façon habituelle, je vais inviter Pascal à démarrer une vidéo qui va vous présenter une biographie rapide de nos trois grandes dames, nos trois grandes invitées de ce midi. Alors, à toi, Pascal, c'est l'heure de peser sur le piton. Suzanne Péloquin possède une riche expérience en gestion au sein des réseaux communautaires et publics. Mère de 3 enfants, dont 2 présentent des troubles de santé mentale, elle intègre une perspective expérientielle authentique à son travail. Chargée de projet chez CAP Santé Mentale, elle met en œuvre l'action 3.4 du plan d'action en santé mentale 2022-2026, visant l'élaboration d'un guide d'alternative à la loi P38. Elle collabore également à des projets de recherche et comités portant la voix des familles et des proches aidants. Père aidant de famille pour la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées depuis 2020, Julie Coulombe possède un solide savoir expérientiel comme proche aidante et accompagnatrice de famille, nourrie par sa reconnaissance du réseau de la santé en milieu pédopsychiatrique et psychiatrique. Elle s'implique dans divers projets en père aidance famille et collabore avec la clinique JAP du CHUM. Elle est aussi diplômée du microprogramme Mentorat pour père aidant de l'Université de Montréal. En 2021, elle obtient une bourse des Fonds de recherche du Québec dans le cadre du programme Engagement et elle travaille comme citoyenne chercheuse sur différents projets de recherche. Marie-Hélène Morin est travailleuse sociale, professeure-chercheuse au département de psychologie et travail social de l'Université du Québec à Rimouski, appelée UQAR. Ses travaux portent sur l'organisation des soins et des services sociaux en santé mentale, l'intervention familiale, les proches aidants et la pérédance. Depuis plus de 20 ans, elle mène des recherches partenariales avec des acteurs communautaires et institutionnels en santé mentale afin de mettre en valeur la contribution des savoirs expérientiels des personnes vivant avec un trouble mental et de leurs proches. Alors, à vous, mesdames, la parole et merci pour cette belle vidéo. Ouais. Bonjour, bienvenue à tout le monde à ce webinaire. C'est vraiment un super privilège qu'on a, Julie, Suzanne et moi, accompagnés de Dominique, de passer l'heure du dîner avec vous. Merci de vous être joints à nous. En fait, mise en contexte de ce webinaire, je pense que vous avez compris avec le petit vidéo qu'on est dans un univers qu'on apprécie particulièrement, Julie, Suzanne et moi.
On veut vous mettre un petit peu la table en disant que faire un webinaire qui porte sur les proches dans le contexte du 35e anniversaire de la QRP, c'est une belle occasion de remettre à jour les connaissances, les savoirs qui entourent les proches en santé mentale. De notre point de vue, on n'en parle jamais assez, jamais trop. On veut mettre de l'avant le chemin qui a été parcouru, les gains qu'on a eus à travers le temps, aussi qu'est-ce qui reste à faire, ce dans quoi on peut s'impliquer comme proche, comme chercheur, comme clinicien. Fait qu'on souhaite vous rejoindre, peu importe vous êtes qui aujourd'hui, vous arrivez dans le webinaire avec quel chapeau. L'implication des proches, ça se fait beaucoup au contact les uns des autres. En tout cas, moi, comme chercheuse, d'être en contact avec une père aidante, famille, Julie, puis une proche comme Suzanne, ça nourrit beaucoup ma pratique de chercheur, de formatrice en travail social aussi. On veut vous montrer qu'à travers le croisement de ces savoirs-là ce midi, ben, c'est comme ça qu'on peut développer des connaissances, des savoirs pratiques, puis c'est aussi comme ça qu'on peut, dans le fond, apprendre un savoir-être, un savoir-faire, je pense, encore plus riche avec les proches. Donc, c'est un peu notre plan de match pour ce midi. On a eu plusieurs rencontres de préparation, plusieurs thèmes qu'on voulait aborder pendant le webinaire, un peu comme si on vous amenait avec nous dans nos échanges à 3, à 4, avec Dominique aussi, qui est très impliqué dans les projets de recherche que je mène à l'UQAR. Donc, on s'est restreinte, je vais dire ça comme ça, à 3 questions qu'on voulait aborder, 3 contenus qu'on voulait aborder ensemble, puis croiser nos différents points de vue. Puis évidemment, ben, il y aura une période de questions à la fin là, de nos échanges pour ben, échanger avec vous, répondre à des questions, poursuivre les réflexions. Voilà un petit peu pour la mise en bouche, je vais dire ça comme ça. Alors, comme Marie-Hélène le disait, là, on a réfléchi le webinaire autour de 3 grandes questions. Alors, sans plus tarder, je vais enchaîner là, avec la première question. De qui parle-t-on quand on parle des proches et en quoi ils sont importants pour eux-mêmes et pour les autres? Donc, on avait décidé que c'est moi qui lançais le bal sur les notions. En fait, peut-être dire que les notions qui entourent les proches en santé mentale, ça a beaucoup évolué à travers le temps. Les postures, les regards qu'on porte aussi sur les proches, leur rapport à la situation qui est vécue par la personne ou les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux, de problèmes de santé mentale. Donc, on voulait peut-être revenir un peu parce que ça a bougé beaucoup dans les dernières années, ces notions-là. Tu sais, on est passé d'une époque où on parlait d'aidants naturels à une époque où est-ce qu'on est plus en train de placer les notions, entre autres, de personnes proches aidantes en santé mentale ou personnes proches aidantes en général avec l'arrivée de la loi pour les personnes proches aidantes, pour les reconnaître plus largement en 2021, cette loi-là a vu le jour. Donc, l'idée d'appliquer ces notions-là au champ de la santé mentale, c'est quand même récent. Donc, il y a 2 types d'appellations un peu qui se côtoient présentement. L'idée générale, puis peut-être qui était même reprise ou qui est utilisée par les associations qui offrent des services aux proches, le guide d'implication sur les proches en santé mentale, qu'on glissera un mot aussi un petit peu plus loin dans le webinaire. Mais l'idée d'être un proche en santé mentale, d'être un membre de l'entourage, en fait, qui apporte un soutien, qui peut être à certains moments très intensif, à d'autres moments d'être un proche parce que j'ai des liens familiaux ou des liens de proximité avec une personne qui vit des enjeux en santé mentale. Donc, l'idée d'être un proche de manière plus générale, au sens membre de l'entourage, proche et le plus proximal ou réseau plus élargi. Avec l'arrivée de la loi, ben, l'idée de personne proche aidante fait son chemin dans l'idée vraiment de pouvoir reconnaître cette petite acronyme de PPA, personne proche aidante, de voir la personne derrière le rôle aussi de soutien. De reconnaître toutes les formes que ça peut prendre aussi dans un rythme qu'on ne choisit pas toujours. Puis il y a aussi l'idée que ça peut être variable dans le temps, ce rôle-là, cette intensité-là. Par moment, on est des personnes proches aidantes très intensément impliquées dans le rôle, puis par moment, on redevient un proche, un membre de l'entourage, puis on est moins intensivement impliqué dans le rôle de soutien. Puis, découlant aussi des dernières avancées dans ce champ-là, toute la part, dans le fond, du soutien par les pairs qui est apporté par les pères aidants famille, c'est une autre nomenclature qui a vu le jour. Julie pourra en glisser un mot, mais donc, ça crée des petites confusions par moment parce que il y a les proches en santé mentale, il y a les personnes proches aidantes, puis il y a les pères aidants de famille. Donc, il faut s'habituer à ce nouveau vocabulaire-là, puis comprendre aujourd'hui, à travers les exemples qu'on va vous donner, les vécus aussi de Suzanne et Julie, à quoi ça renvoie.
Voilà. Tu vas enchaîner, Suzanne, sur Oui, je peux toi, y ta aller? perspective. Oui, je te vais Oui. passer la parole. Ben, c'est déjà une belle présentation assez élargie. Ce que j'aime de la présentation de Marie-Hélène, c'est que, dans le fond, le rôle d'un proche ne se définit pas à partir d'une définition légale ou législative. Ça se définit beaucoup dans le lien, dans le fond, qu'on a avec la personne qui est confrontée à une maladie. Dans ce cas-ci, c'est une maladie mentale, au même titre que si c'était une maladie physique. Si j'accompagne quelqu'un qui est atteint d'un cancer, ben mon rôle va être différencié selon le pronostic du cancer, selon comment se déroulent les étapes du traitement, comment la personne le vit. Je trouve que souvent, quand on parle de santé mentale, c'est comme si on oubliait que il y a une dynamique liée, dans le fond, à un processus pour la personne elle-même d'acceptation d'un diagnostic. Donc, la personne vit un processus, puis nous, comme proches, ou bien on est collaborateur de ça, ou on en subit parfois, je dirais, les conséquences. Fait que pour moi, un proche, c'est quelqu'un qui a un lien significatif avec cette personne-là. Dans mon cas, moi, c'était que ces enfants-là, ils étaient dans mon bedon un jour, et puis ils ont grandi, et puis, à un moment donné, il y a eu une période plus difficile qui a amené un diagnostic en santé mentale. Donc, mon rôle à moi, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur mon rôle? C'est que ça a prolongé certaines responsabilités. Notamment, tout ce que j'appellerais l'accompagnement dans le système des soins. Parce que il y a des moments plutôt difficiles, il y a des moments où c'est plus difficile de se rendre par soi-même à l'hôpital, par exemple, parce que tu es désorganisé, parce que ta motivation est à zéro. Là, ton environnement te dit, là, je pense que ça serait important que tu consultes, mais toi, tu vois pas vraiment pourquoi ça serait important. Donc, tu vas jouer un rôle d'accompagner plus longtemps dans le système de santé et services sociaux. Ça va avoir un impact tantôt sur la manière dont on perçoit notre rôle, parce que dans le fond, on est avec des adultes, puis normalement, on devrait plus trop être là comme proche, mais la personne a quand même besoin de notre appui, de notre soutien. Alors, on joue différents rôles. Au niveau de la gestion budgétaire, tu sais, moi, je veux dire, mes fils, malgré toute leur mobilisation dans la vie, leurs conditions financières, c'est pas si tant amélioré que ça. Heureusement, il y a eu des améliorations au niveau financier là, par le gouvernement, mais je veux dire, ça reste un parcours où leur chemin est pas un chemin nécessairement qui a favorisé, je dirais, la richesse. Alors donc, je joue un rôle comme proche de compenser quand c'est plus difficile, de m'assurer que la fin de mois se termine avec un frigidaire correct. Fait que je joue des rôles qu'on n'est plus habitué notamment de jouer. Puis là, souvent, les gens me disent, ouais, mais Suzanne, c'est ça, être une proche aidante. Pas tout le temps, tu sais. Moi, je suis une maman, fait que je suis une proche aimante d'abord. Et tout ce que je fais qui nécessite, dans le fond, un choix, c'est-à-dire que je choisis de le faire parce que c'est comme ça que je définis mon rôle, pour moi, c'est la proche maman qui fait ça. Mais j'avoue que quand je me retrouve en requête de garde, quand je me retrouve dans des rôles où finalement je veux transmettre de l'information puis on n'accueille pas mon information, quand je me retrouve à jouer le rôle de déménager, parce que donc j'ai le rôle de déménageur, à intervenir en contexte de crise, à répondre la nuit, là, je trouve que je suis pas mal dans une posture de proche aidante, tu sais. Alors moi, c'est comme ça que je fais la différence. Puis je pense que beaucoup de rôles qui sont assumés par les proches en ce moment qui ne sont pas reconnus, moi comme mère, mais comme blonde, comme chum, comme amie, comme enfant aussi d'un parent qui a un diagnostic en santé mentale, où on a de la difficulté à voir justement tous ces rôles invisibles-là que les proches peuvent jouer. La plupart du temps avec grand amour, puis dans d'autres moments donnés, plus difficiles, dans des moments où tu as besoin de te retirer. Puis ça aussi, c'est un peu culpabilisant. On peut avoir tendance à culpabiliser les proches quand ils décident de mettre des limites ou de se remettre en question dans le lien qu'ils veulent continuer avec la personne. Non pas la personne et toutes ses qualités, ses compétences, mais la personne et sa maladie. Merci, Suzanne. Julie, tu peux enchaîner? Oui,
En fait, j'endosse tellement ce que tu dis, Suzanne. Puis de ça découle, tu as tout le rôle de proche, mais après ça vient quand on choisit, parce que c'est un choix, la père aidance famille, de sortir de ce rôle-là et de décider d'aider les autres, décider de redonner, décider de se servir de son expérience de proche pour aller plus loin. Puis parce que ça fait sens, puis parce que ça fait rétablissement, ça fait partie du rétablissement de quelqu'un, ben là, on peut envisager la père aidance famille. Fait que moi, on m'a dit, Julie, pourquoi tu es devenue père aidante famille? Ben, d'abord parce que j'ai été une accompagnatrice, parce que j'ai été une proche, parce que je me suis retrouvée au cœur d'une tempête que je ne connaissais pas que de quoi demain sera fait. Et j'ai pas tant eu de gens qui sont venus m'aider à comprendre tout ça. En fait, c'était une aventure dans laquelle bien qu'il y avait des services, hein, puis les services, ça s'organise toujours plus autour de la personne atteinte. Les proches vont s'impliquer, vont être impliqués, quelquefois bien reçus, quelquefois d'autres fois moins bien reçus. Mais j'ai d'abord été une proche, puis à un moment donné, après quelques années dans cette posture-là de proche, je me suis intéressée au rétablissement parce que je voulais savoir, coudonc, on va-tu s'en sortir? On va-tu se rétablir? On va-tu aller mieux? Ça va être quoi la prochaine étape? Et quand je me suis intéressée au rétablissement, c'est là que la père aidance famille est arrivée dans ma vie. Puis c'est là que j'ai compris que une portion de mes réponses se trouvait là, se trouvait dans cet engagement-là de soi, puis envers les autres. Et c'est là que, comme mon histoire a pris sens, la raison pour laquelle ça m'arrivait, c'était pour ça. Fait que moi, je suis allée faire une formation. Après quelques années d'accompagner mon proche, je suis allée faire une formation. Puis à ce moment-là, quand j'ai fait la formation et que je me suis retrouvée comme de l'autre côté avec les équipes et de comprendre un peu, OK, j'avais juste une face, un côté d'une médaille et là, j'en découvrais une autre. Je suis littéralement tombée en amour avec cette pratique-là. Puis je me suis dit, mais mon Dieu, c'est l'accompagnement que j'aurais donc voulu avoir, ce que j'aurais souhaité. Et qui vient un peu, si quelqu'un m'avait dit, hey, tu sais quoi, je suis passée par là, puis je sais exactement, puis qui venait un peu je dirais, neutre, qui appartient pas nécessairement à l'équipe médicale, puis qui est là, puis qui t'encourage, qui te supporte, puis qui t'aide à naviguer le système de santé, j'aurais aimé ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer dans la père aidance famille pour donner cet accompagnement-là qui, si on recule en 2020, était pas si déployé que ça. On était dans les débuts, ça existait, mais c'était après se déployer. Fait qu'il y avait un momentum qui était super intéressant pour quelqu'un qui avait envie de s'impliquer. Tu sais, puis je pense que c'est ça, quand on fait le choix d'aller vers la père aidance famille, c'est que pour nous, ça fait sens. Et bien évidemment, ce n'est pas un cours, tu sais, si dans notre choix de cours, au secondaire, ça s'inscrit pas la père aidance famille. Au cégep non plus. C'est quelque chose qui va venir avec l'expérience, puis c'est quelque chose que tu vas dire, OK, moi, j'ai envie de ça. Puis à certains moments, il y a des fois où est-ce que, là, quand la situation se fragilise, tu te dis, faut que je me retire un peu parce que moi, j'ai moins envie de ça. Mon accompagnement est biaisé un peu par ma situation personnelle. Et ça, grâce à la formation qui existe, ça nous permet de prendre conscience de ça et de ne pas se brûler. Donc, moi, la père aidance famille, c'était vraiment pour adoucir le parcours des accompagnateurs, puis pour faire une différence. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'impliquer et de voir à quel point on peut déployer tout ça en recherche, en s'impliquant dans divers projets. Fait que je suis bien servie au niveau de
tout ce que ça peut apporter à quelqu'un. Et pour faire une différence, ben ça, c'est la voie que moi, j'ai choisi, la Père aidance famille, parce que je pense que c'est concret, puis c'est souhaitable. Ce que je trouve intéressant, avant qu'on aille à l'autre question, c'est que Julie, ce que tu fais ressortir, c'est que dans notre processus de proche, on va développer des compétences, des savoirs à différents niveaux qu'on va utiliser dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, puis qu'on peut aussi finalement décider qu'on en fait un engagement à caractère professionnel, tu sais. Puis je trouve que ça, c'est une belle façon de se rappeler que le proche, même quand il vit des moments difficiles, il acquiert quelque chose aussi dans son savoir. Je suis toujours un peu, je dirais, ça me choque. On est contre la stigmatisation des personnes vivant avec un trouble de santé mentale, mais je trouve que parfois on stigmatise aussi le proche dans un espèce de rôle victimisant. Puis j'aime beaucoup qu'on parle de se profiter de cette trajectoire-là de compétences. Tu sais. Maintenant, on commence à quelque part comme nouveau proche, mais on en tire aussi quelque chose dans notre expérience personnelle qui peut se rendre jusqu'à une perspective professionnelle. Puis Suzanne, il n'y a rien comme être valorisé à un point tel que quelqu'un te dise tu fais la différence pour moi, puis que tu sentes que tu as fait la différence. Parce que ça, c'est notre paye. C'est de savoir à quel point que la personne qui est là, qui est devant toi, qui est démunie puis qui est fragile par moment, reconnaît que ta présence fait toute la différence. Puis nous, on sait que sa présence envers son proche fait une énorme différence. Fait que c'est comme une boucle. C'est ça. Puis toutes les deux, vous êtes deux proches super engagés. Moi, des fois, je dis qu'il y a des proches aidants ou des proches plus, là, tu sais, vous êtes des performantes dans votre proche aidance puis dans votre implication parce que vous avez décidé justement d'en faire des leviers pour apprendre, développer des connaissances. Puis au-delà de ça, à travers vos implications à chacune, autant dans les organismes dans lesquels vous êtes, qu'en recherche, parce que toutes les deux, vous participez à des trucs en recherche, à des projets de recherche. Ce savoir-là que vous portez toutes les deux vient enrichir l'expérience qui est mise de l'avant, vient enrichir le développement des projets, leur réalisation aussi. Toutes les deux, vous avez contribué à bien des moments à redonner votre savoir en formation à différents égards, soit dans les formations en père aidance famille, soit dans des cours d'université, soit dans différents lieux professionnels, avec des ordres professionnels ou des intervenants. Donc, il y a quelque chose autour du développement de connaissances puis de retransmission de ces savoirs-là qui est vraiment commun à vos deux parcours. Fait qu'au-delà, des notions de c'est quoi un proche en santé mentale, c'est quoi une personne proche aidante, c'est quoi une père aidante famille. J'ai comme le goût que les gens puissent retenir aussi qu'il y a comme tout un parcours là-dedans qui est diversifié. Puis là-dedans, il y a plein de ficelles sur lesquelles les proches, quand c'est un bon moment pour eux, peuvent tirer sur ces ficelles-là pour s'élever, aller apprendre d'autres choses, redonner quand c'est rendu le bon moment de le faire. Puis je pense que le fait de pouvoir juste faire bouger les appellations, on joue un peu sur les mots, mais de faire bouger les appellations, c'est vraiment dans l'esprit, faut pas que ça devienne des pièges ou quoi que ce soit, mais que ça soit vraiment dans l'idée de faire reconnaître, oui, que ça existe, mais aussi toute la contribution que les proches peuvent avoir. C'est ça que tu le disais, Suzanne, on n'est pas juste victime de ce qui se passe, on peut contribuer à notre tour, on peut redonner. C'est ce que vous faites toutes les deux de belle manière, puis en espérant que ça puisse aussi inspirer des proches s'il y en a dans l'auditoire de ce midi. C'est pas obligé d'avoir ces parcours-là aussi rayonnants que les vôtres, mais ça peut être des leviers, puis il y a aussi des générateurs d'espoir dans des situations qui s'accompagnent au long cours. Là. Ouais. Est-ce que tu voulais dire un mot, Suzanne, avant que Non, ça va. Ça va? Alors maintenant que vous avez bien campé, qui sont les proches, puis en quoi aussi ils sont très importants dans le parcours là, de soins de leurs proches, mais aussi comment eux peuvent contribuer pour recevoir du soutien. J'enchaînerai là, avec la question suivante, qui est comment favoriser l'implication des proches dans une visée de réadaptation et de rétablissement. Alors, je passerai la parole à Suzanne.
Ben, c'est sûr que dans mon parcours, pour resituer pour les gens qui nous écoutent, d'abord, je dis toujours que je suis mère de 3 enfants. Là-dedans, dans mes 3 enfants et grand-mère de 3 petites, de grandes filles finalement, je suis mère aussi de 2 garçons qui ont un diagnostic. Et parmi ces 2 garçons-là, j'ai un garçon qui, en 2022, a utilisé son ultime droit sur sa vie, c'est-à-dire la mort. Alors, bien sûr, il est rentré dans les statistiques de suicide, mais pour moi, dans mon cœur de mère, je l'ai continué de le mettre dans son choix de vie, mais non pas dans une colonne de statistiques, mais plutôt comme de me dire, et c'est un long processus d'acceptation que lui, après un certain nombre d'années de parcours avec une insatisfaction répétée, ben à un moment donné, ça a été ça. Peut-être que s'il avait eu accès à l'aide médicale à mourir, il aurait choisi une autre solution à ce moment-là. Alors, comment on peut favoriser l'implication des proches dans un parcours comme un parcours avec Gabrielle, où ça a été beaucoup d'hospitalisation, des échecs de traitement, des difficultés, des périodes de déni? Comment on peut favoriser l'implication d'une proche avec mon autre fils, Michael, qui a un processus de rétablissement puis d'intégration, je dirais plus favorable, mais avec des longues périodes où il a été dans le déni lui aussi, dans le refus de traitement, etc. Alors, impliquer un proche, pour moi, c'est de lui faire une place réelle dans l'offre de service. En ce moment, il y a une culture en santé mentale qui est assez rigide par rapport à la culture en santé physique. Il faut se le dire, puis il faut se le répéter. Où souvent, la première chose qu'on va dire à un proche, c'est « je ne peux pas vous parler, c'est confidentiel ». Or, vous savez, quand j'accompagnais mes fils en santé physique, j'ai jamais une infirmière qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas me dire comment avait été la nuit, là. Alors, qu'est-ce qui fait que quand tu appelles dans une unité psychiatrique, on vous répond c'est confidentiel. Je veux juste savoir s'il a bien dormi cette nuit. Alors, donc, un des leviers au niveau de l'implication, c'est vraiment de se reposer la question, est-ce que moi, je fais vraiment une place dans mon organisation de service pour laisser les proches venir dans ce système-là? Est-ce que je redonne une place aux proches dans le processus de rétablissement? Je veux dire, c'est sûr que dans une offre de service, ça a un début puis une fin, mais je répète toujours qu'après 4 heures, c'est moi qui est là. C'est moi souvent qui va aller à la pharmacie après la sortie d'hôpital. C'est moi qui va s'assurer que l'intégration du nouveau médicament, s'il n'est pas dans une équipe spécialisée, qu'il va la prendre, sa pilule. Puis c'est aussi moi qui va observer les effets secondaires, qui va dire hey, il est bien trop gelé depuis qu'il prend ça, il n'y a plus d'énergie pour continuer de jouer au basket, c'est pas normal. Parce que lui, il ne le voit pas nécessairement, il est en ajustement. Tu sais, ça fait que impliquer le proche et reconnaître toute la valeur qu'il est au départ, puis toute la valeur que la personne elle-même est prête à lui laisser. Puis si elle n'en veut pas du proche, elle veut rien savoir, mais c'est de travailler à la valeur ajoutée. Pas dire il veut rien savoir de son proche. Peut-être qu'il veut rien savoir parce qu'il paranoïe dessus, ce qui était le cas pour moi avec Gabriel. Mais une fois qu'on a compris que des fois, il me retirait parce que dans le fond, il y avait des moments de paranoïage, bien, on a pu travailler ça, puis là, j'ai pu reprendre une place adéquate. Fait que pour moi, c'est très important de se dire que l'implication des proches, oui, ça passe par de la structure, mais ça passe beaucoup par l'attitude. Est-ce que moi, je suis prête à faire une place aux proches? Est-ce que je mets en place les meilleurs mécanismes? Est-ce que j'aborde l'importance d'une approche dialogique avec le proche, tu sais? Bon, fait que ça, pour moi, c'est un levier important. Puis, ben, il faut reconnaître que la maladie mentale, souvent, il y a des périodes de crise, avec malheureusement des périodes d'altération de jugement. Puis moi, ben, c'est sûr que je suis plutôt favorable à ce qu'on revoie la P38 dans une perspective de laisser plus d'espace à des moments où on n'est pas juste dans le dangereux immédiat. Alors, donc, ce qui est en train de se vivre au niveau de la PL23 en ce moment, ben, je m'approprie le contenu, je m'implique, je travaille à y mettre des recommandations d'amélioration, toujours en respect des droits de la personne, parce que honnêtement, je me mêle pas des affaires de mon fils. Je m'en mêle pas, sauf quand ça va pas bien. Puis quand ça va pas bien, ben, je voudrais qu'il y ait des mécanismes qui me retirent de cette espèce de rôle-là épouvantable qu'on me donne, qui est de appeler la police, demander une requête. Il me semble qu'on devrait faire que moi, je suis comme proche, là, je reste une contributrice en termes d'information, mais je joue pas ce rôle-là parce qu'après, quand je rentre dans la chambre de mon fils, c'est moi qui regarde puis dit encore call à la police, tu sais.
Ouais, malheureusement, j'ai encore fait ça parce que je trouvais que ça allait pas bien, tu sais. Je pense pas que dans le parcours de la vie d'un proche, on devrait jouer ce rôle-là. Je pense que les équipes de crise devraient être encore plus consolidées. Euh, Puis je pense que peut-être les directives anticipées vont aider ou les plans conjoints. Bref, il faut revoir comment on gère ces moments-là parce que ça favorise pas le lien au sein de ta famille. Puis je vous répète, hein, qu'en dehors des trajectoires de service, c'est pas vous autres qui achetez un gâteau de fête, là, c'est moi. C'est moi qui mets les chandelles. Fait que quand le système de soins juridiques favorise pas que je dépose des chandelles sur un gâteau, ben ça veut dire que mon enfant aura plus de gâteau ou que mon conjoint aura pas de gâteau. Et ça, vous comprenez la nuance, c'est important de revoir des structures pour qu'on puisse continuer de jouer notre rôle de proche aimant. Au rythme qu'on veut le jouer, puis là, c'est facile, moi je suis une maman, mais j'imagine bien quand c'est un conjoint, une conjointe qui doit appliquer ces mesures-là. Puis vous savez, dans mon parcours, j'ai pu aider plus ou moins 200 personnes qui me retrouvaient sur Facebook, sur Messenger, par courriel, parce que dans le fond, ils espéraient avoir des Julie Coulombe beaucoup au Québec, tu sais, mais comme il n'y en avait pas de Julie Coulombe au Québec, ben on me retrouvait, tu sais, puis de quoi qu'on me parlait? On me parlait de tout ça beaucoup. Comment je fais, Madame Péloquin? Là, il va pas bien, puis moi, je veux pas faire ça, mais en même temps, comment je fais, puis comment je fais, puis on peut pas laisser les proches non plus dans une posture comme ça, là. Pas en 2026, là. Il me semble qu'on a de l'intelligence plus que ça pour réfléchir les choses autrement. Ça va me permettre de rebondir sur ce que Suzanne dit, puis d'y aller avec, tu sais, je pense que justement, pour aider à prendre ce pas de recul-là, à bien recadrer nos rôles, dans quoi qu'on a envie de s'impliquer, pour se positionner, je pense que l'utilisation de la parentance famille prend tout son sens. Mhm. Faut pas penser que les pères aidants de famille sont meilleurs que d'autres. Bien au contraire. Ils ont l'expérience, une certaine expérience, parce qu'évidemment, tu sais, moi, Suzanne, j'ai pas la même expérience que toi, j'ai pas le même vécu, mais je peux me servir un peu de mon vécu, de mes connaissances, mon apprentissage de système de santé pour allumer des lumières chez le proche, leur poser des questions, les faire Mhm. réfléchir, les amener peut-être à créer des meilleures relations avec les équipes. Parce que c'est pas facile pour un proche de discuter nécessairement tout le temps avec des équipes. Tout le monde est bien intentionné, mais parfois, le proche va arriver justement quand il est confronté à des situations qu'il connaît pas, puis qui est Mhm. dépassé avec toute son émotivité. Puis parfois, ben, tu sais, il va décharger ça sur quelqu'un qui devrait pas, puis sur une équipe, puis l'équipe reçoit tout ça. C'est super difficile pour tout le Mhm. monde. Fait que, puis je trouve que parfois dans les rôles que les proches prennent, ben c'est dur de connaître l'équilibre entre être présent puis laisser de la place, vouloir aider, respecter le choix de la personne qui est Mhm. traitée, tu sais. Puis en santé physique, on parle tu sais, parfois, il faut faire une prise en charge de façon temporaire, le temps de la guérison, mais en santé mentale, c'est là pour être un petit peu plus longtemps, là. Ça, parfois, les gens ont de la misère. Puis, je trouve que l'utilisation de la paire aidante de famille, justement, va mettre ça en contexte, va aider la personne à prendre son pas de recul, va aider le proche à devenir un point d'ancrage, à écouter sans prendre le contrôle, laisser le proche s'exprimer et respecter les choix qu'il aura choisis, puis à quel point le proche, lui, va devoir naviguer avec tout ça. Fait que je pense que la Mhm. père aidante famille peut également agir comme une source d'inspiration. Elle peut montrer aux proches qu'il y a des services dans le communautaire. Tu sais, ça, on nous le dit pas assez. Mais Mhm. le communautaire, il y a des services, en fait, les pères aidants de famille, tu dis, on n'avait pas de Julie Coulombe, ils sont dans le communautaire.
Il y en a un peu dans les institutions, mais principalement dans le communautaire, mais ça, si personne ne te le dit. C'est tellement difficile au début de bien évaluer ses besoins parce qu'on a tous le même réflexe, là. Si lui va bien, moi, je vais bien aller. Ouais. Ça fait un bout. Absolument. Ouais. Mais c'est pas nécessairement tout le temps, tu sais, à un moment donné, quand puis on fait souvent, je pense que on l'utilise tout, là, t'es là-dedans t'es un marathon, là. Si tu cours, si tu le fais en sprint, tu y arriveras pas, là. Fait que le marathon, ben, ça prend des pauses, ça prend du monde autour de toi, ça te prend comme un genre de coach idéalement. Fait que c'est en ça que la Paire-Aidance Famille peut venir apporter du soutien et te fournir des informations peut-être que tu ne connaissais pas puis que tu savais pas. Fait que je pense qu'elle peut avoir plein de rôles et pour remettre en perspective puis aider le proche à prendre sa place. Puis que valoriser l'autonomie du proche puis le rétablissement du proche. Je trouve que c'est un bon lien quand tu fais, tu sais, c'est comme une équipe tandem, hein? Puis quand on est le proche, puis que la personne atteinte va pas bien, ben, ce qu'on peut constater chez les proches, moi, dans mon vécu ou dans d'autres vécus de proches, c'est que là, ben, tu te relèves les manches, puis tu lâches pas, puis tu lâches pas. Mais si ça dure 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, parce que des fois, c'est de ça qu'il est question, hein. C'est pas une crise de 3 jours, hein. C'est une crise sur une longue durée avec des hauts et des bas. Ben, c'est sûr que si tu apprends pas à te repositionner, ben, on va aller plus dans l'épuisement, puis dans même le désengagement, parce que ça finit par être trop lourd à rester en contact avec quelqu'un que t'aimes puis qui souffre. C'est au-delà des comportements dérangeants que ça peut te faire vivre, c'est d'assister à une souffrance qui devient difficile pour le proche. C'est encore plus important que dans ce contexte-là, qu'on favorise l'implication à partir du rythme, puis pas toujours dans une structure trop établie. Tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est que l'approche aidante, ça peut aller à un rythme. Tu n'es peut-être pas prêt à parler à un intervenant pour tout de suite, mais tu sais, il y a un rythme aussi là-dedans. Les proches aussi ont leur propre rythme d'évolution, de transformation, d'acceptation, eux aussi. Tu sais. C'est ça que je trouve intéressant qu'on en parle de plus en plus du vécu des proches. Ça fait ressortir aussi leurs besoins. Oui, puis tu sais, je pense aussi que vivre ça, c'est très, tu sais, on va parler de la stigmatisation quand tu es un proche aidant, des fois, tu te stigmatises ou t'auto-stigmatises, puis tu vis tout ça, tu vis de la culpabilité, tu vis un peu de la méfiance, tu vas passer tellement par un tsunami d'émotions. Puis, le fait d'être confronté à des enjeux de santé mentale, ben, tu peux te sentir stigmatisé. Fait que je pense que le fait d'avoir quelqu'un, de jaser avec des gens, d'aller chercher de l'aide pour passer par-dessus ça, pour devenir également un partenaire avec ton proche, c'est super important, là. Puis moi, je le vois un peu, tu sais, comme un... Tu sais, quand on se passe le témoin dans une course à relais, tu sais, quand il est à l'hôpital, bon, mais là, c'est l'équipe de l'hôpital, là. Quand même bien que tu voudrais aller te coucher dans le lit à côté, ça changera rien. C'est le temps de passer le témoin. Puis là, ben, un jour, tu vas le reprendre, le témoin, là. Puis ce jour-là, ben, c'est toi qui vas continuer à faire la course. Fait que, est-ce que tu es bien préparé? Est-ce que tu t'es reposé? Est-ce que Est-ce que tu as donné ton avis sur le plan de sortie? Est-ce que... Absolument. Est-ce que tu as l'information pour continuer à faire le petit bout avec le témoin? C'est ça qui est important, là. Pour les filles, dans ce que vous amenez, il y a plein d'éléments qui nous ramènent sur le terrain du vécu puis des impacts. On ne revient pas là-dessus aujourd'hui. Je pense qu'on essaie d'amener la conversation sur des éléments à travers vos vécus, de ramener la réalité des proches avec un autre regard, puis avec le regard de la Paire-Aidance famille aussi. Je veux pas, on avait fait le choix de ne pas ramener tout ce qui est les impacts plus difficiles pour les proches, de toute façon que ça a été ultra documenté. Ce qui est intéressant de ramener, c'est un peu
autant les impacts qui sont plus difficiles, mais aussi toutes sortes de sources, comme tantôt, d'apprentissage, de redéfinition qui arrivent aussi en cours de route. Puis avec le rôle de la parent-aidance famille, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que pour convaincre les équipes, si on dit on veut travailler en équipe, on veut pouvoir passer les relais, le témoin à certains moments, besoin des fois de se reculer, de reprendre un petit peu son souffle pour pouvoir continuer la course. Ce qui est intéressant du rôle de père aidante famille, entre autres, ben, pour convaincre les équipes, les intervenants, je pense que quand ça part du vécu, du savoir expérientiel d'une proche devenue père aidante famille, il y a peut-être des messages qui passent mieux parce que, comme quand vous êtes là en train de présenter dans des webinaires, dans des conférences, dans des formations, je pense que ça touche le cœur des intervenants, ça aide à faire ce changement de culture-là, que les proches, c'est pas nuisible au traitement, que ça cause pas la situation, mais que c'est là, effectivement, comme levier de réadaptation. Je pense que tout le monde y croit, tout le monde qui s'intéresse aux proches, c'est pas nouveau de se dire ça. Je pense que c'est dans comment intégrer cette information-là puis transformer les pratiques, que ça reste quand même un bon défi. Un défi à cause du temps disponible, à cause des fois du manque de formation, du manque de savoir comment faire pour les intervenants. On dirait que on ne veut pas faire de faux pas comme intervenant, fait qu'on va décider qu'on n'intervient pas auprès des proches ou qu'on se sent moins équipé. Fait que peut-être l'arrivée des parents aidants de famille dans les équipes. On a eu un projet de recherche parce qu'on a impliqué des parents aidants famille dans les équipes au premier épisode psychotique. Il y en a dans les milieux communautaires. Il y a du travail qui se fait en duo entre des intervenants, des parents aidants famille, de la co-animation, d'intervention, etc. Fait que je pense que par l'idée d'intégrer aux équipes de manière complémentaire, pas en venant voler la place de personne, mais en ayant cette qualité de présence, de temps, de vécu aussi qui peut connecter, je pense que ça va faire son petit bonhomme de chemin sur la connaissance fine ou au-delà de la connaissance rationnelle, c'est aussi de ressentir qu'est-ce que ça fait pour les intervenants qui ressentent vraiment ce que ça fait être un proche au long cours comme ça dans des longs parcours. Fait il y a quelque chose autour de ça que je pense qu'il faut changer un petit peu notre façon de voir ou de comprendre ces vécus-là. Puis c'est pas parce que c'est pas largement documenté depuis de nombreuses années. Je faisais ma thèse de doctorat, Mireille Saint-Onge, j'étais ma directrice de thèse, j'avais fait une thèse sur le sujet. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on documente ça. Je pense que c'est d'amener ça sur le vécu sur le terrain, puis on reviendra, mais tu sais, il y a vraiment tout des facteurs organisationnels aussi à mettre en place pour favoriser ces changements de pratiques-là, ces changements de culture-là, oui, par de la formation, mais aussi sur le terrain, qu'il y ait des lieux là, de réflexion sur l'intervention auprès des proches, du co-développement, qu'il y ait des contacts avec des personnes qui ont un savoir expérientiel. Je pense que tout ça, c'est ce qui manque peut-être là, comme pour tenir le feu allumé, là, pour être capable d'un peu plus s'intéresser à la réalité fine des proches, puis en tenir compte dans l'intervention. Puis après ça, être capable de réellement établir un partenariat puis une collaboration, faire confiance à leur point de vue, à ce qu'ils amènent, partager le pouvoir de manière un petit peu plus égalitaire. C'est encore gagné, cette affaire-là. Là, je pense qu'on y croit théoriquement, mais dans la pratique, c'est un autre paire de manches. Puis dans les autres éléments que vous... Oui, je pense, par exemple, des fois, on voit ça complexe, comme si on n'y arrivera jamais, mais j'accompagne une organisation à titre avec mon statut, puis dans le fond, ils ont intégré la question réflexive, qui est pourquoi on dirait non à un proche. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une règle, ils se posent ça comme question, tu sais. Puis après, ils écrivent les réponses, puis on en discute ensemble. Fait que là, on voit comment, des fois, il y a des pratiques qui se sont développées, qui étaient des pratiques, dans le fond, pour aller plus vite, économiser du temps, pas gérer le proche qui vraiment a des comportements ou des attitudes vraiment dérangeantes, bon, etc., tu sais. Et ben là, ça a pour effet que, oups, ça s'assouplit. Bon, ben il y a des gens qui se sont rendus compte dans cette équipe-là, ben ça va être plus la préposée aux bénéficiaires qui va faire tel rôle parce que nous, on n'y arrive pas pour telle raison. Tu sais, dans le fond, quand je dis que ça part aussi d'une attitude, ben moi, je le vois que je travaille avec des personnes qui disent, OK, je veux plus répondre ça à un proche. Mais je sais pas comment on va y arriver parce que tout est tellement systémique. Ben moi, on va commencer par se poser la question, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui dire oui à un proche? Ça serait sur quoi, tu sais? Puis, il me semble que, tu sais, il y a moyen puis là, je pense toujours aussi à mes proches qui ont un profil plus ethno-culturel. Quel état de choc, tu sais, quand ils rentrent dans notre système très, très
réglementés, alors qu'eux, ils sont dans des systèmes tellement familiales. Fait que comment on fait aussi pour tenir compte de ces profils de proches-là, tu sais, qui nous remettent en question sur nos façons très étatiques d'organiser les choses, tu sais. Des travaux intéressants là, sur le sujet justement pour accompagner les proches en tenant compte des réalités socioculturelles. Tu sais, c'est ça, là. On dirait qu'on est dans. Ça bouge aussi de ce côté-là pour pas essayer d'appliquer la même recette à tout le monde de la même manière. Puis peut-être avant qu'on parle justement d'avancées ou de choses qui, en fait, d'initiatives et d'expériences qui nous motivent ou qui nous donnent espoir pour la suite. Tantôt, quand je vous écoutais, puis vous l'avez dit comme ça, j'avais des participants dans ma thèse, dans d'autres recherches qu'on fait avec les proches en santé mentale qui nous ramènent exactement à l'expression que vous avez dit tantôt, qui était ben, quand je vais bien, quand mon proche va bien, je vais bien, puis quand il va pas bien, je vais pas bien. Tu sais, il y a quelque chose que ça me tire par en bas, j'ai de la misère à garder la tête hors de l'eau. Puis je voulais prendre l'occasion pour qu'on glisse un mot sur la question du rétablissement, parce que c'est clair, bien documenté là aussi, que les familles, les proches contribuent au rétablissement de la personne. Moi, je retiens toujours le modèle des 5 dimensions du rétablissement, le CHIM, le CHIME en anglais, où est-ce qu'on parle que les familles, les proches vont nourrir, oui, le sentiment ou les étapes pour amener la personne à se connecter, à sortir de son isolement, la personne qui vit avec le trouble de santé mentale. Toute la dimension de la connexion, d'être en lien, de vivre le rétablissement en étant en relation. L'idée de nourrir l'espoir avec le proche, tu sais, Suzanne, tu le disais, tu sais, même quand personne n'y croit, on est encore là à y croire, on est là en dehors des heures de bureau, on met les chandelles sur le gâteau de fête, même quand ça va pas bien. Nourrir cet espoir-là, ça repose beaucoup sur les proches. Qu'on vive ou non avec la personne, hein, c'est ça, c'est même pas ce niveau-là. Peu importe le lien, hein, que ce soit notre fils, que ce soit notre conjoint, notre frère, notre soeur, il y a quelque chose qu'on maintient le cap dans cet accompagnement-là. Continuer à voir la personne au-delà de sa maladie, hein, dans le volet plus identitaire qui est lié au rétablissement. Les proches vont être aux premières loges de garder ce souvenir-là vivant ou de contribuer à nourrir. Ça va être quoi ta nouvelle identité au-delà de celle d'une personne qui est hospitalisée ou qui a vécu des rechutes, etc. Tout le sens à donner à cet événement-là. Tu sais, je suis sûre que tous les deux, plein de proches en ont des discussions avec les gens qui accompagnent, qui sont souffrants, mais essayer de voir ben, pourquoi ça m'est arrivé dans ma vie, puis qu'est-ce que je peux faire avec ça. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vivent avec des troubles de santé mentale qui vont devenir à leur tour par aidants, puis qui vont vouloir eux autres aussi redonner puis créer du sens avec cet événement-là. Toute la quête de reprise de pouvoir, tu sais, sur sa vie, sur ses choix, juste sur son plan d'intervention, sur qu'est-ce que je veux qu'on fasse quand j'ai des signes avant-coureurs de rechute. Fait que les proches, vous accompagnez ça à tous les instants, ces dimensions-là, ces 5 dimensions-là. Puis, tantôt, par moment, on a parlé d'adaptation des familles, adaptation des proches à cette situation-là, mais il y a toute l'idée qu'il y a un processus de rétablissement qui est vraiment pas le même que celui qui est vécu par les personnes qui vivent avec les troubles mentaux, mais il y a un processus de rétablissement qui est vécu par les proches aussi. Puis, il y a des chercheurs qui sont intéressés à ça, puis moi, je m'intéresse à ça de plus en plus, d'essayer de voir, ben en fait, il y a eu des adaptations qui ont été faites dans le fond de ces dimensions-là pour l'appliquer à la réalité des proches, ou en tout cas, à tout le moins, de se dire, si on se repositionne dans un regard sur le rétablissement qui est fondamentalement dans la relation, hein, la réciprocité de « il va bien, je vais bien », tout ça, comment ça se vit du côté des proches aussi qui n'ont pas choisi nécessairement cette situation-là, mais qui ont à faire un parcours, eux autres aussi, une trajectoire de rétablissement, eux autres aussi. Puis, quand on reprend les dimensions du rétablissement, mais ça s'applique bien aux proches aussi. Tu sais, les proches, ils ont besoin d'être connectés, d'être en relation avec des gens qui ont vécu la même chose qu'eux, à travers la pareidance famille, c'est ça, à travers les services des milieux communautaires, de cap santé mentale, d'arborescence, de la SQS, d'être mis en lien avec d'autres. Ça nourrit mon espoir, donc l'autre dimension essentielle du rétablissement. Mais mon espoir pour moi comme parent ou comme proche, mon espoir pour ma famille, mon espoir à plein de niveaux a besoin d'être nourri aussi. L'identité, quand tu parles, Suzanne, qu'au-delà d'être une proche, tu es aussi une proche aimante ou une maman qui est proche, on n'est pas juste un aidant ou un proche aidant à temps plein. Fait qu'à travers ce processus de rétablissement qu'on va vivre comme proche, ben, il y a aussi de redéfinir son rôle. Puis selon l'intensité de la situation, ben, par moment, on va redéfinir, repositionner notre rôle, repositionner aussi dans la relation avec la personne qu'on accompagne. Fait que donc tout ça contribue aussi à
essayer de donner du sens aussi à cette situation-là, d'où l'idée de redonner aux autres, de s'impliquer à différents niveaux. La lutte contre la stigmatisation aussi, que plusieurs vont endosser en parlant de leur situation, juste dans leur propre famille, juste autour d'eux au travail, de ne pas se cacher là, derrière ces barrières-là. Puis, ben, le pouvoir d'agir que les proches vont avoir besoin d'aller chercher aussi dans la situation, on le sait, vous le nommez, c'est des longs parcours d'accompagnement. Comment je fais pour reprendre du pouvoir, pour continuer à avoir des rêves pour cette personne-là, pour notre famille, pour la relation qu'on entretient ensemble? Quel genre de soutien on peut aller chercher ensemble? Comment je peux être partenaire aussi davantage de l'équipe de soins? Ça, c'est toute la reprise de pouvoir sur une situation qu'on n'a pas choisie non plus, mais qu'on est là à accompagner. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas, dans l'esprit, peut-être juste de dire qu'au-delà de impliquer les proches, qui est un peu le thème d'aujourd'hui, comment je veux les impliquer? Ben, je peux les impliquer dans une perspective de rétablissement, au même titre que quand j'accompagne quelqu'un qui a un diagnostic puis qui vit une situation de santé mentale, ben, je l'accompagne dans la perspective du rétablissement, je l'accompagne dans son espoir, dans ses rêves, dans sa reprise de pouvoir d'agir, la redéfinition de son rôle. Ben, je peux faire ça aussi pour les proches. Puis si je travaille sur le rétablissement des proches, ça nourrit le rétablissement de la personne qui vit avec la situation et vice-versa. Mais c'est encore, je vais vous dire, récent qu'on puisse le regarder comme ça, mais je trouve que c'est une façon intéressante d'aller au-delà de juste impliquer de manière utilitaire, de voir que c'est des processus qui vivent en parallèle, mais aussi qui sont réciproques. Je trouve que ça, en tout cas, je trouve que c'est une des choses qui va être intéressante à explorer dans le futur, en adaptant tout ça, effectivement, en se disant que c'est loin d'être le même processus, mais il y a quelque chose, il y a des résonances, en tout cas, à aller regarder d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que je viens de dire, mais moi, je trouve que ça me donne espoir de le réfléchir comme ça. Moi, je me sens dans un processus de rétablissement quand, à travers des épreuves que j'ai pu vivre, par exemple, justement, quand j'étais confrontée, par exemple, à des ordonnances de soins dans lesquelles j'étais joué un rôle actif, ou bien sûr le décès de Gabriel, ou dans ce temps-là, je me sens vraiment que je fais partie d'un processus, que moi aussi j'ai un processus de rétablissement. Puis il y a eu d'autres moments, quand il arrive le diagnostic, par exemple, bon, ben qu'est-ce que ça a comme effet? Fait que, tu sais, je pense qu'effectivement, les grandes étapes du processus de rétablissement, j'ai le sentiment comme proche que je les traverse moi aussi. J'ai souvent, parce que j'ai eu besoin de réfléchir, de lire, etc. Puis quelque chose qui m'a fait sens pour moi, c'était toute la question de la reliance. Tu sais, toute cette espèce de façon de comment je reste en reliance avec moi, en reliance avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait du bien parce que j'étais un peu tannée, moi, de me faire dire que j'étais vraiment résiliente. Parce que dans le fond, on me disait souvent, ah, wow, Suzanne, quelle résilience. Ah, 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 ah. Là, c'était comme trop. Là, je dirais, ben, c'est correct, je comprends. Je me sentais pas tout le temps de même. Puis des fois, avec une claque dans le dos, continue, lâche pas. Fait qu'il y avait comme un double message ici, là. Mais tu n'avais pas le droit de ne pas bien aller, là. Tu sais, tu es résiliente, fait que là, garde ton identité de personne résiliente, là. On compte sur toi. Non, c'est ça, j'avais des journées que c'était moins ça un peu, là, tu sais. Fait que j'aime bien ça de réfléchir à, dans le fond, je pense qu'il y a quelque chose à définir autour de ce qu'on vit. Je sais pas si ça va finir par résilience ou autre, mais il y a quelque chose quand même à réfléchir sur c'est quoi le processus que nous, on traverse. Et je pense qu'on le traverse plus grand parce qu'on est dans une société qui stigmatise la maladie mentale. Tu sais, si on prenait moi et un proche atteint d'un cancer, par exemple, est-ce qu'on aurait le même processus de résilience? Tu sais, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'à partir du moment qu'on accompagne quelqu'un où il y a un phénomène de stigmatisation sociale, est-ce que ça amplifie notre propre détresse à nous? Possiblement. En tout cas, c'est une belle question de recherche. Oui, vraiment. Vraiment. Comme animatrice, Julie, je te laisserai conclure rapidement ce deuxième bloc. Je te laisse le mot de la fin pour ce deuxième bloc de questions, puis on va enchaîner là, sur la suite après. En fait, je pense qu'il faudrait avoir autant d'empathie pour l'accompagnement en santé mentale qu'on l'a en santé physique. Et moi, la notion de rétablissement, je l'introduis parce que j'aurais voulu qu'on m'en parle jour 1. Dans ça,
les personnes ne sont pas là. Eux autres, ils ne savent pas au jour 1 ou justement peut-être quand ils sont dans le processus judiciaire que ça va s'améliorer. Mais c'est important qu'ils entendent qu'un jour, on va se reparler, puis tu vas voir, ça va aller mieux. Puis je pense que de nourrir ça, pas juste nourrir la pesanteur dans laquelle la situation ils sont, mais de nourrir aussi qu'un jour, tu vas voir, ça va être plus doux. Ça va aller mieux. Je sais que c'est cliché parce qu'on l'a tellement galvaudé avec la pandémie, mais c'est quand même vrai, là. Donc, je pense que c'est bon de l'introduire dès le départ. Ben, on s'intéresse à favoriser l'implication des proches. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est toute l'importance. C'est qu'il y a différentes façons de le faire. Il y a différents mécanismes, il y a différents parcours. Ce que je retiens aussi, c'est toute l'importance de s'intéresser aux besoins, l'importance de respecter le rythme des proches, toute la distinction aussi entre maladie mentale, maladie physique qui est très importante, en tout cas qui est différent selon ce que tu vis, puis l'importance là, d'insuffler de l'espoir. Depuis quelques années, là, on voit qu'il y a quand même une certaine évolution dans la reconnaissance, l'implication des proches en santé mentale, même s'il y a beaucoup de défis qui persistent. Puis, je serais curieuse de vous entendre là, sur ce qui a réellement comme bougé dans vos milieux ou dans votre vécu comme proche. Puis peut-être avant d'enchaîner avec la question, là, peut-être juste mentionner aux participants qu'il va y avoir une période de questions. On l'avait pas mentionné d'emblée, là, mais à la fin là, de ce bloc-ci, il y aura une période de questions, donc soit à main levée ou sous l'onglet là, questions et réponses. N'hésitez pas à y déposer vos questions. On va les aborder là, autour de 13h10. Donc, la question là pour finir ce bloc-là qui s'adresse à toi, Julie, quelles sont les avancées concrètes, les initiatives, les expériences qui te semblent pertinentes en réalité, en regard des réalités d'aujourd'hui? Bien, je pense que si je me réfère à 2020, où est-ce que j'ai commencé à pratiquer, on a fait du chemin. Puis on a fait du chemin, puis même je pense les gens, nous autres, on était, Marie-Hélène et moi, constaté qu'en Europe, ils nous regardent parce qu'on est ces porteurs-là de père aidance famille, puis de déploiement, puis d'implication des proches. Fait qu'il y a de plus en plus, moi, j'ai constaté qu'il y avait de plus en plus de pères aidants de famille qui pratiquaient. Il y en a beaucoup. Il y a eu des cohortes de formation. Diane, tu pourras peut-être nous donner le nombre après qui ont été formés depuis, dans les derniers 3 ans. Fait qu'il y a eu du monde. Il y en a de plus en plus qui travaillent dans les milieux. Fait que je pense que l'ouverture est là. Il reste encore bien du chemin à faire, mais je pense que l'ouverture est là. On reconnaît de plus en plus la place des proches. Fait que ça aussi, ça en est une avancée. C'est pas encore parfait, mais ça avance. Moi, comme initiative, tu sais, moi, je suis sur la communauté de pratique des pères aidants de famille en santé mentale. Fait que j'ai eu la chance de rencontrer ces pères aidants de famille-là, de tous les milieux, de toutes les régions, qui viennent et qui nomment un peu les initiatives dans ce qu'ils font. Fait que c'est le fun de voir ça, c'est le fun qu'elles s'impliquent. Elles s'impliquent en recherche, elles s'impliquent dans plein d'autres sphères. Je pense que je pourrais vous parler d'une initiative auquel je participe. Dans le fond, suivant, on a eu l'intégration avec le SARPEP, PERPEP de père aidant de famille en clinique de premier épisode psychotique. J'ai eu la chance de mettre sur pied avec mon organisme, la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées, un service où est-ce que un groupe, ça s'appelle Proche des PEP. Proche des PEP, c'est un groupe de soutien, peu importe ta région. C'est une place où est-ce qu'on fait la place aux proches. Je les accueille pendant 1 heure et demie quand ils ont un proche suivi en clinique PEP pour qu'ils viennent parler de ce qu'ils vivent ou est-ce qu'ils viennent partager. Puis ça, j'ai la chance de le faire en collaboration avec les cliniques de premier épisode psychotique. Je co-anime avec un intervenant, peu importe. Parfois, ça peut être un psychiatre, infirmière,
éducateurs, donc toutes sortes de gens, une fois par mois, qui viennent me donner 1 heure et demie de leur temps pour qu'on puisse donner ce soutien-là aux proches. Et toutes les régions s'impliquent. Il y a vraiment un beau taux de succès. Puis, c'est le fun parce que après ça, on a une connexion. Après ça, en fait, ça contribue à un rapprochement avec les équipes, avec les milieux, avec ce qu'ils vivent. Donc, je suis super contente de cette initiative-là. Et il y en a d'autres initiatives comme ça, portées par les pères aidants de famille, puis les équipes. Donc, je pense que c'est une petite avancée. C'est prometteur. Hmm. C'est pas réservé à juste à Québec ou à Montréal. L'idée de ce projet-là, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de frontières. Le décloisonnement, que même si c'est dans une région plus distante, des grands-tantes, tu as accès à ça parce que, ben oui, c'est plus virtuel et tout. Donc, c'est vraiment une superbe Ça avancée. engage les équipes, puis dans le fond, ils ont un contact avec une père aidant de famille, fait qu'ils voient tout le travail, puis toute la complémentarité qu'on peut avoir ensemble quand on travaille ensemble. Donc, je pense que c'est vraiment gagnant pour sur toute la ligne, là. Puis ça permet de démystifier aussi, tu sais, être en relation avec des proches, c'est pas nécessairement toujours de la thérapie familiale, là. Tu sais, ça Exact. permet de ramener ça au niveau de la relation, du dialogue. Tu sais, moi, dans mon expérience de plus de 35 ans maintenant, de proches impliqués en santé mentale, ben écoutez, bonne nouvelle, il y a eu beaucoup de changements pendant ces 35 ans-là. Ne serait-ce que de parler des proches qui existent, dans les trajectoires de services, quand même, tu sais, toute l'organisation des services au niveau des premières psychoses, dans le programme comme tel, il y a des sections, tu sais, un volet spécifique auprès des proches avec des groupes psychoéducatifs. Et que ça a fait une différence dans ma vie de proche à moi, mais dans la vie de beaucoup de proches. Je pense que les organismes communautaires aussi, au niveau des proches, ont été plus visibles. Peut-être qu'eux autres aussi sont sortis là, de l'arrière-ban là, des institutions, puis ils ont été plus visibles, mieux intégrés dans certains cas. Je dis pas que tous les établissements leur réfèrent systématiquement du monde, mais il y a eu des pratiques quand même qui ont favorisé, tu sais, le référencement, avoir une bonne posture dans les unités, etc., tu sais, pour au moins que comme proche, tu sais que ça existe. Ça, je trouve que, en tout cas, j'ai vu ça plus visible avec le temps, tu sais. Moi, je venais du milieu communautaire, fait que je savais déjà qu'il existait des organismes dans mon milieu, mais pour avoir, comme je vous disais, accompagné plein de proches, ils savent même pas c'est quoi ça, communautaire, c'est où, tu sais, on part de loin. Fait que donc, ça, je trouve que ça a été vraiment des belles améliorations. On a vu des proches s'impliquer dans différents comités dans les institutions pour améliorer justement la place des proches. Fait que ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui a été plus positif ces dernières années. Ben là, il y a des projets aussi, comme moi, je suis chargée de projet d'un projet qui s'appelle le Clic de l'espoir, qui vise justement à s'adresser aux proches qui sont dans un contexte à risque ou de crise de manière numérique. C'est fait à partir des préoccupations des proches. Fait que donc, déjà là, on est gardien de l'information qu'on va transmettre. Ça répond-tu aux proches ou ça répond à d'autres objectifs? Fait que, tu sais, déjà, il faut toujours se remettre dedans. T'as peu, là, le proche qui arrive là-dessus, là, lui, il trouve-tu des réponses pour lui là-dessus, tu sais? Parce qu'on peut être tenté de vouloir y expliquer un paquet de choses, mais dans le fond, peut-être que c'est pas ça qu'il a besoin à cette étape-ci. Fait que, tu sais, ça, je trouve que c'est aussi des belles avancées. Bon, en ce moment, quand même, il y a un projet de loi sur la table. Pour nous, les proches, ça faisait plus de 30 ans qu'on demandait qu'on re-questionne le critère de dangerosité immédiate. Bon, est-ce qu'en bout de ligne, ça va se traduire de manière favorable? Jusqu'à maintenant, il y a des éléments dans la proposition qui est intéressante. Il reste à savoir, bon, dans tout le processus démocratique puis de questionnement de ce qui est amené dans le projet de loi, qu'est-ce qui va ressortir. Mais il y a quand même
des intentions de considérer une étape importante dans le processus de soins qui s'appelle la crise. Avant, j'avais l'impression qu'on ne considérait pas que ça existait. Puis là, pourtant, ça existe. Alors là, je trouve que ça, c'est des éléments que je trouve qui sont intéressants. Il y a beaucoup de projets aussi d'équipes mixtes qui se développent, c'est-à-dire des projets de collaboration avec des organismes communautaires ou des organismes de crise qui développent des vraies réponses aux besoins des proches. Pas juste écrit « nous vous parlons ». Quand je dis une vraie réponse, ça veut dire que si l'intervenant rentre chez toi dans un contexte de crise, tu n'es pas juste la personne qui ouvre la porte et qui la referme. Tu participes à ce qui se passe dans ta propre maison. J'ai toujours plaisir à dire, quand vous rentrez chez moi, vous rentrez dans ma maison, même si vous venez voir le client X, Y, Z. Alors, j'existe de A à Z. Je vois de plus en plus de pratiques qui tiennent compte de ça. Fait que moi, je trouve qu'il y a une modification en ce moment de la pratique. Il faut encore continuer de répéter l'importance, mais je suis encouragée. Et moi, ces éléments-là, ça m'aide à continuer d'être porteuse d'espoir parce que au décès de Gabriel, ça a été ma façon à moi de transformer cette épreuve-là en me disant qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux porter l'espoir. Et porter l'espoir, je ne peux pas le faire toute seule. Je la porte justement à travers toutes ces avancées-là. Et moi, je me dis, si on est plusieurs à décider ensemble de porter dans l'énergie l'espoir, ça veut dire qu'ensemble, on travaille à faire que les proches aidants familles aient une meilleure place, que dans la recherche, on implique davantage les proches, que dans l'organisation des services, on se pose la question comment on va répondre oui à une question d'un proche. Tu sais, pour moi, c'est ça, porter l'espoir. C'est comme ça qu'on va transformer. La pratique des proches, ça transforme aussi la pratique des personnes atteintes. Hein, il ne faut plus se mettre en opposition. Je trouve que longtemps, on a travaillé avec les personnes concernées de cette manière-là, puis on a travaillé avec les proches à côté. Mon rêve, c'est des approches dialogiques. On parle ensemble. On co-construit ensemble à toutes les étapes. Et au moment, quand ton proche il veut pas de toi parce que il est à l'âge de dire qu'il veut rien savoir en ce moment, c'est quoi nos stratégies pour qu'il n'y ait pas de coupure de lien? Puis un jour, il y a une intervenante qui m'a dit ceci, c'était une période de crise fort importante autour de Gabriel. Et là, vraiment, on savait pas trop s'il allait avoir une intervention de P38. Puis c'était sa fête. Puis c'est drôle parce qu'il va avoir, ça va être sa fête le 30 avril cette semaine. Ça me faisait penser à ça ce matin. Et je me souviens que l'intervenante, elle me dit, ça c'était un vendredi matin, et sa fête était un dimanche. Puis elle me dit, qu'est-ce qu'on peut faire, Suzanne, là, dans le contexte actuel? Me faire confiance que lundi, il va être encore vivant, qu'on va faire le plan d'intervention, puis que dimanche, on va fêter sa fête. En fait, on peut-tu travailler dans la confiance, puis on peut-tu mettre en place, des conditions? Fait que finalement, il n'y a pas eu d'intervention de type P38 le vendredi. Le dimanche, on a fait une belle fête. Et le dimanche soir, après, on est partis ensemble à l'hôpital. Fait qu'il n'y en a pas eu de P38, Fait que des fois, c'est aussi ça, si on est plus dans une approche de co-construction ensemble, puis qu'on fait confiance aux proches, à leur capacité, qu'on les outille, dans certains cas, on peut éviter bien des situations. Puis finalement, il y a quelque chose de beau, parce qu'à sa dernière chandelle, il a fait un vœu, puis moi, j'ai dit, si moi, je rajoutais une chandelle, puis que je soufflais dessus, en ce jour de ton anniversaire, ça serait qu'on s'en aille à l'hôpital après qu'on aille bien manger du gâteau avec du gros lait, Puis il m'a regardé, puis il a dit, ouais, maman, ça serait une plus belle journée de fête. Ouais. Marie-Hélène, tu vas avoir un petit 2 minutes à dire. Oui, c'est ça, faut que je reprenne la POC après que Suzanne nous ait raconté ça. Merci Suzanne de partager ça. C'est ça, je pense que ça parle de comment il faut être créatif, comment il faut être, des fois, les jouer dans les marges, des fois, prendre des risques. Fait que moi, j'en appelle un peu aussi des fois à la prise de risque contrôlée, comme cette situation-là, mais dans quelque chose dans la rencontre humaine. Moi, j'ai juste le goût de dire que
Ben, moi aussi, tu sais, j'étais une jeune étudiante, je m'intéressais aux proches en santé mentale. Finalement, j'en ai fait ma programmation de recherche, puis ce que j'aime le plus faire dans la vie en ce moment, depuis tout ce temps. Puis c'est ce que je vais continuer à faire, mais je t'ai encouragée quand même avec comment ça se transforme au niveau des collaborations, des partenariats. Au début, c'était un concept théorique. Là, je le vois de plein de façons dans mon univers à moi de la recherche puis de la formation que ces maillages-là sont possibles, qu'ils se vivent. Julie et moi, on a fait un projet de recherche de A à Z en partant de sa question de recherche. Donc, ça se peut. Il y a de l'appétit pour ça dans l'univers de la recherche aussi. Moi, je veux juste mettre la recherche au profit d'initiatives qui vont être des leviers pour les pratiques, pour transformer les pratiques. C'est ce qu'on a fait dans un projet par rapport à la confidentialité, le partage d'informations, d'avoir un outil qui est un peu un prétexte pour ouvrir le dialogue finalement. Quand il y a eu le guide d'application des proches qui a été repris par le ministère, Suzanne, tu as travaillé là-dessus, moi aussi. On a commencé ça en 2019. Ça a apparu en 2024. Il y a eu une bonne tournée dans les milieux, dans les 6 CIUS de la province pour que ce guide-là s'implante. Bon, on change toujours des changements dans nos structures, dans nos organisations. Ça peut se perdre dans 2 changements de gestionnaire, mais je pense qu'il y a une volonté aussi, il faut qu'il y ait une volonté des organisations d'instaurer cette pratique-là, cette culture-là de pratique auprès des proches. Établir des triangles de soins aussi, qu'on travaille justement dans ce dialogue-là, cette approche dialogique-là avec les proches, les professionnels, la personne concernée aussi. Ça se fait jamais en dehors des volontés de la personne concernée. En tout cas, moi, ça m'encourage, mais il faut comme pas lâcher le bâton de pèlerin parce que c'est dur, c'est long modifier des cultures, des pratiques. Puis, un truc qui nous motive beaucoup, Dominique et moi, mais c'est ça sur les concepts de rétablissement, de pouvoir d'agir. On travaille, oui, on a des liens autant pour la part-aidance famille que l'accompagnement qui se fait en France de certaines d'aidants. Puis il y a des équipes qui ont le goût de tester nos instruments de mesure, tu sais, de mesurer le rétablissement, mesurer le pouvoir d'agir chez des proches qu'ils ont en suivi. Donc, encore une fois, que la recherche, que des instruments, des trucs qui arrivent plus du monde de la recherche puissent servir les pratiques cliniques, qu'on développe aussi peut-être des façons de prendre un peu le pouls de quelle différence ça fait l'intervention qu'on offre sur le rétablissement, sur le pouvoir d'agir, développé chez les proches eux-mêmes. En tout cas, je trouve que c'est des voies intéressantes pour continuer à essayer de transformer à petits pas cette pratique-là, mais toujours en mettant encore plus de l'avant, ben, c'est ça, vos savoirs, ceux que vous possédez, vous continuez à co-construire avec votre proche que vous accompagnez. Je pense que c'est ça qui doit être notre repère numéro 1 pour développer des projets et des nouvelles pratiques. Voilà. Fait que là, Dominique est allé nous dire que c'est fini, 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 mais on va continuer à échanger s'il y a des gens qui veulent réagir. J'ai pas porté attention là, au clavardage pendant qu'on échangeait, mais on va avoir le temps encore un petit peu. J'ai vu qu'il y avait effectivement là, des questions dans le chat. Je sais pas, Diane, tu veux prendre le relais pour la période de questions? Oui, dans un premier temps, je voudrais vous remercier, mesdames, là, de nous avoir partagé votre vécu, mais aussi votre passion, votre engagement. Alors, la période de questions est ouverte. Vous pouvez y aller. Dominique vous a invité soit à lever la main ou y aller à travers le chat ou la conversation là, pour parler français. Alors, on a Madame Decool qui, si je me trompe pas, vous disait dans le chat un beau bonjour de Paris. Alors, vous avez une question, Madame Charlotte, puis après, ça sera Madame Brun-Clémentine. Oui, bonjour. J'arrive très en retard puisque je sais pas, j'ai dû me tromper dans les horaires de la formation avec le décalage de Paris. Je suis désolée, je le réécouterai en replay. Mais je rebondis juste sur ce que. Alors moi, je viens tout juste d'être formée avec la QRP, la cohorte 6 des pères aidants famille. Et donc, je suis très heureuse d'avoir pu suivre cette formation. Et donc, par rapport à ce que Marie-Hélène disait sur les outils de mesure et du rétablissement et pouvoir d'agir, est-ce que vous pourriez les partager? Oui, ça se partage avec plaisir. Oui, effectivement, on pourra je sais pas, les faire suivre. Vous écrivez-nous directement aussi. On pourra peut-être laisser nos coordonnées, Dominique, pour pouvoir les partager. Mais oui, avec plaisir. Génial, on en avait glissé un mot, je pense, un petit peu pendant la formation, ou en fait, quand j'ai l'occasion, j'en glisse un mot quand je peux. Mais effectivement, on pourra faire suivre avec plaisir. Ça peut être intéressant de les parcourir, puis si vous voulez qu'on prenne un temps aussi pour en discuter. Merci beaucoup. Parfait.
Et puis, je reviendrai vers vous aussi après avoir regardé le replay parce que, voilà, désolée. Merci Merci. d'être présente malgré le décalage. Merci, Charlotte. Autour de Clémentine, Madame Clémentine Brun. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Moi, j'avais une question, justement par rapport à ces changements en lien avec la P38. On dirait que je me demandais en tant que père aidant, famille, justement, pour l'avoir vécu en tant que père aidante, je vais dire, je comprends. En fait, je me demande à qui ça bénéficie finalement, ces changements-là, parce que pour la personne qui le vit, quelque part, je trouve que c'est contre le rétablissement en lien avec toutes ces notions de pouvoir d'agir, puis tout ça. Puis, sur le moment, je comprends que ça puisse être un bénéfice pour la personne, mais finalement, à long terme, souvent, la personne, après, elle ne veut pas retourner à l'hôpital, puis tout ça. Fait que, on dirait que j'ai l'impression qu'il y a, dans ces modifications de loi, j'ai l'impression qu'il y a comme un conflit entre le père aidant, entre enfin, moi, c'est mon rôle de conjointe, mais entre la position de celui de la famille, puis celui qui vit cette hospitalisation-là, enfin, je sais pas, c'était peut-être que j'ai aussi une mauvaise image de comment la loi va être modifiée, ou je voulais avoir un peu votre avis en lien avec cette modification de loi. On dirait que j'ai du mal à voir à qui ça va bénéficier, qui va. J'ai l'impression que c'est une loi qui est plus faite pour les proches que pour la personne en elle-même qui va bénéficier des soins. Alors, une grande question. Peut-être, Madame Péloquin, vous voudriez répondre? Considérant le temps puis de la nécessité quand on veut répondre à une question, d'avoir une analyse globale que je pourrais pas faire en 2 minutes, je dirais plutôt ceci. Est-ce qu'il existe un projet de loi qui vise une intervention dans un contexte difficile avec des difficultés au niveau soit des idéations suicidaires, des comportements agressifs qui peuvent venir à la personne ou à quelqu'un d'autre, ou dans un contexte où le jugement est moins est altéré en raison des symptômes ou de la consommation et des symptômes? Est-ce qu'il existe un projet de loi qui va faire qu'on va tout régler? La réponse est non. Est-ce que, en appliquant une mesure de contrainte aux soins, est-ce que ça fit avec le rétablissement? La réponse va toujours être non. Mais est-ce qu'il existe des moments où c'est par ça qu'il faut passer pour retrouver le rétablissement? La réponse parfois est oui. Est-ce qu'on peut faire mieux que d'utiliser un recours? Je l'ai dit, oui. Mais est-ce que en ce moment, ce qu'on avait dans la loi nous permettait d'agir en amont? La réponse est non. Et là, moi, mon expérience depuis 30 ans avec moi comme proche, mais surtout avec beaucoup de proches, c'est qu'il y a eu des drames pour les personnes, des drames pour les proches qu'on n'aborde jamais. On n'aborde jamais l'œil au beurre noir d'un proche. On n'aborde pas ça. Parce que ça va stigmatiser la personne. Fait que c'est pas... c'est pour ça que je dis, je verrai à la fin, après toute l'analyse, parce qu'on est en processus, dans le fond, d'analyse, après tous les débats publics qu'il y aura eu, comment ça va être appliqué. Là, je vais être plus en mesure de dire, on a passé à côté de telle chose, on a favorisé telle chose, mais on a passé à côté de telle chose. Malheureusement, je ne crois pas qu'il existe une loi sur n'importe quel sujet qui couvre l'ensemble des enjeux. Malheureusement. Le seul levier que je trouve qui est axé sur le rétablissement dans ce qui est proposé comme changement, c'est vraiment de mettre de l'avant davantage les directives anticipées. C'est ça. Qui là est quelque chose d'assez très peu utilisé ou de façon très fragmentaire ou de très c'est parfois connu par les intervenants, parfois non. C'est encore un peu méconnu, je crois. Fait que si ça remet ça de l'avant, puis qu'il y a la capacité de la personne de dire, OK, quand ça va se passer, comment je veux que ça se passe, justement, de mettre la personne dans le coup, utiliser les directives anticipées, pour moi, c'est une façon pour la personne de reprendre du pouvoir éventuellement, j'ai une autre situation de crise, comment je veux que ça se passe pour moi, puis respectueuse de la place des proches là-dedans qui, inévitablement, va être aux premières loges. Fait que
sais, il y a peut-être là quelque chose pour un petit peu rééquilibrer le pouvoir, puis aussi multiplier un peu plus les leviers qu'il n'y avait pas avec la loi précédente. Mais tu sais, ça ne sera jamais parfait parce qu'on enlève quelque part un droit fondamental, mais là, quand tu n'es pas bien, tu sais, c'est ça. Mais c'est super délicat, effectivement. Mais en tout cas, on dirait, puis pour avoir entendu certaines réactions, je pense à Luc Vigneault, avec qui on travaille tous aussi, qui accueillait ça de belle manière en se disant, tu sais, c'est ça. Par moment, moi, j'étais OK avec l'idée d'être hospitalisée ou en tout cas d'avoir pu dire dans des directives anticipées comment je veux que ça se passe. On dirait que ça me rassure du point de vue de la personne concernée, mais c'est sûr que je suis quand même pas mal beaucoup rassurée sur comment on va plus prendre soin des proches là-dedans, qu'on va élargir le rayon d'action qu'il n'y avait pas avant, à moins d'être rendu là, sur la ligne de feu, tu sais. Puis ça ne marche pas. Puis en France, notamment, c'est une pratique qui a été plus normée, utilisée, puis qui a eu des effets positifs. Et là, il reste à savoir. Mais je comprends tout à fait ta question. S'il y avait une réponse absolue, on la donnerait, là. Mais on est dans une zone grise. Hein? Oui. Non, je comprends qu'il n'y en a pas, mais merci. Okay. C'était pas une question facile, mais vous avez bien répondu. Merci, Madame Brun, de la question, même complexe. Merci, Suzanne et Marie-Hélène, d'avoir donné votre point de vue quand même là, en si peu de temps. On retient aussi qu'on parle de plan de crise conjoint ou de mesures anticipées. Je suis convaincue que les parents aidants famille peuvent être un levier d'influence par rapport au développement de cette pratique-là là, qui a pris moins de place au Québec. Alors, on a Madame Renée Lavigne. Bonjour à tous. En fait, ma question est liée à l'aide que je pourrais apporter. Moi, j'ai été proche aidante pour ma fille. Ma fille s'est aussi enlevée la vie l'année passée. Et là, je cherche pour aider. Je veux participer. Puis, j'ai fait des recherches un petit peu. Là, je suis inscrite à la formation. Ben, je suis inscrite, mais je ne sais pas si j'ai été choisie encore, là. Mais je suis inscrite pour la prochaine cohorte. Et là, j'ai très hâte de commencer. Mais je me demandais de quelle façon puis-je contribuer déjà, même si je n'ai pas la formation, même si je n'ai pas le diplôme, là. Comment? Parce que souvent, quand je vais cogner aux portes, c'est fermé. Ou je ne me présente pas de la bonne façon, ou je ne vais pas au bon endroit, ce qui est très possible. Pouvez-vous m'aider? C'est une autre question difficile. Peut-être, moi, ce que j'aurais le goût de vous répondre, l'engagement peut se faire de façon différente et non seulement là, par l'engagement là, comme par aidant famille, mais d'aller fréquenter. Il y avait une belle question dans le chat là, sur comment s'articule l'entraide mutuelle versus la pratique de par aidance famille. Ben déjà dans l'entraide mutuelle, même je considère pas c'est pas du tout la même chose, mais il y a quand même là un levier dans lequel on peut s'engager puis soutenir à la fois son rétablissement, mais soutenir aussi le cheminement là, d'une autre personne, d'un autre proche. C'est toujours difficile, mais je pense que le réseau des organismes communautaires, en principe, devrait avoir cette ouverture de sous l'angle de la vie associative, sous l'angle de la citoyenneté, à faire une place, là, si je peux dire, aux personnes qui désirent contribuer à l'avancement de la pratique, au soutien de ses pairs, tout simplement. Là. OK. Puis les organismes, je les trouve de quelle façon? Selon ta région, tu peux regarder organismes communautaires qui interviennent auprès des proches en santé mentale. Il y en a dans toutes les régions. Il y a 55 associations au Québec. OK. Il y a des associations qui ont un mandat national, puis d'autres, des mandats régionaux. Fait que tout dépendamment de ce que tu as vécu, tu pourrais aussi donner tes coordonnées. Tu sais, moi, je suis sur souvent plusieurs projets qu'on m'appelle. Suzanne, connais-tu des proches qui voudraient s'impliquer? Sur des projets de recherche ou sur des comités, etc. Donc, si tu pouvais laisser tes coordonnées, je ne sais pas trop comment, là, Diane, ça va me faire plaisir de prendre cette information-là et de redistribuer ton envie de t'impliquer. Merveilleux. Puis, Renée, j'ai comme le goût de dire de ne pas baisser les bras. Okay. J'ai comme le goût de lui dire également que ça peut se faire d'ici à recevoir ta formation. Il y a des lectures, il y a des conférences.
tu peux aller voir qu'est-ce que ça fait un peu, qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu écoutes ça. Es-tu prête à ça? Parce que, Ouais. tu sais, s'impliquer En fait, comme père aidant de famille, ça veut dire qu'on a un recul suffisant sur notre histoire c'est vrai. et qu'on est capable de redonner parce que pour nous, ça fait sens. Je comprends que pour toi, ça fait sens, mais qu'est-ce que je peux faire d'ici là? Probablement des lectures, probablement de commencer à prendre contact avec les organismes communautaires, puis d'apprendre ce vers quoi est-ce que toi c'est le suicide qui va venir te chercher, vers quoi tu peux t'intéresser dans ce créneau-là. Fait que tu auras plein de façons d'acquérir des connaissances avant ta formation. Puis ça, c'est important. Là. Mais en fait, moi, j'habite à Saint-Roch-de-Miquinac. C'est proche de Paris, non, c'est une farce. Je suis quand même assez loin, sauf que là, je voulais m'approcher. Moi, dans mon coin de pays, je suis près de Shawinigan. Je suis allée faire des témoignages au Périscope. Périscope, dans mon coin de pays, il offre de l'aide pour le soutien, tout ça. Fait que eux autres m'ont aidé quand que Stéphanie était vivante. Ils m'ont accompagnée dans mon cheminement avec elle. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et récemment, je suis allée faire un petit témoignage, puis j'ai adoré ça. Puis c'est le bien que ça a fait que ça m'a prouvé à quel point c'est ça que je veux faire dans la vie. Là. Je te comprends. C'est ça. Fait que quand j'ai vu que je pouvais redonner ce que j'ai reçu, que je pouvais distribuer le bien, mais sauf que là, à partir de là, on dirait que je ne sais pas comment procéder. J'ai tellement d'amour à donner, là, j'ai tellement... je veux la distribuer. Bon, tu te donnes tes coordonnées, puis tu peux être sûr qu'il y a un agent distributeur qui s'appelle Suzanne. Oui. Moi, je suis pas mal réseautée partout au Québec sur le sujet des proches, fait que c'est très rare que je suis toujours en recherche de personnes qui ont envie de s'intéresser, etc. Fait que, et je comprends tout à fait, c'est sain dans un processus de deuil, c'est dans le fond faire des témoignages, comme je dis tout le temps, merci, les gens ils viennent me voir quand je fais des conférences, puis je dis merci. Hey, ça fait 2 heures que vous m'avez permis de parler de mes fils, puis notamment de Gabriel, tu sais, alors que quand quelqu'un décède, on dirait qu'il devient absent dans les discussions. Fait que lâche pas, continue d'exprimer ça, laisse tes coordonnées, puis c'est terminé, là, tu te présenteras pas un webinaire en disant que tu veux t'impliquer. Oui. Madame Lavigne, j'ai vu dans le chat là, que Brigitte a confirmé avoir reçu votre candidature là, pour la formation. Puis, j'ai beaucoup aimé le lien que vous avez fait aussi en cours de route, mesdames, sur l'importance de la lutte contre la stigmatisation comme étant pas seulement l'apanage des personnes utilisatrices. Et la QRP, avec l'équipe Père aidant famille, va faire aussi de plus en plus de bibliothèques vivantes avec des membres d'entourage. C'est une façon aussi de lutter contre la stigmatisation et de redonner. Mais là, je vous expliquerai pas c'est quoi une bibliothèque vivante parce que c'est pas ma job aujourd'hui. Mais restez en communication avec Cap Santé Mentale, aussi les organismes communautaires, nos grandes dames d'aujourd'hui. Et je vous laisse et je m'en vais à Mireille Saint-Onge. Pour la prochaine question. Merci, bonjour tout le monde. Je voulais juste rajouter peut-être un petit point concernant la P38. Parce que ça se peut que ça meure au feuilleton en passant. On y va avoir une très courte, des très courtes sessions à l'Assemblée nationale jusqu'aux prochaines élections. Et je voudrais faire une distinction entre les directives psychiatriques anticipées et le plan de crise conjoint, qui n'est pas tout à fait la même chose. Pas pareil. Parce que, entre autres, Marie-Hélène Goulet, qui est infirmière, et aussi Anne Croca, qui est spécialisée dans la question, qui ont publié récemment. Et elle favorise beaucoup le plan de crise conjoint parce que c'est initié par les intervenants. Et le fait que ça soit initié par les intervenants, ça a peut-être plus avec évidemment la personne puis un membre de la famille, il y aurait peut-être plus de chances que ça soit appliqué parce qu'une des critiques des PA, c'est que des fois, si la personne fait ça seule dans son coin et que c'est pas légiféré comme les directives médicales anticipées, ben, peut-être qu'on les suivra pas. Donc, il y a un guide qui a été écrit là par le CIUS de l'île de Montréal. Mais ma question s'adresse à Julie. Je l'avais écrit là, dans les questions-réponses.
votre initiative là, de groupe de soutien dans les cliniques de PEP, c'est vraiment intéressant. Mais moi, je me demandais, là, peut-être c'est naïf, ma question, c'est peut-être déjà fait, mais je pense peut-être pas. Croyez-vous qu'éventuellement, les PA familles pourraient agir en tant qu'intermédiaires entre les équipes de santé mentale et les familles? Autrement dit, comme groupe, là, vous pourriez être les espèces d'agents de liaison. Ben, faut juste faire attention de ne pas être coincé là-dedans puis de rentrer en conflit d'intérêts. Tu sais, avec je donne un exemple, une équipe médicale qui n'a pas nécessairement envie de traiter avec la famille. Bon, tiens, on va envoyer ça à père aidant de famille, elle va s'en occuper. Nous autres, on s'en débarrasse. Merci, bonjour. Parce que dans cette optique-là, on n'aide en rien les proches à la communication. J'ai des intervenants qui me réfèrent des familles. Ils m'en disent que très peu, voire même pas du tout. Et moi, je communique avec la famille, mais je viens pas rapporter après ça à l'équipe médicale. Je demeure là parce que moi, principalement, mon rôle, c'est de soutenir les proches. Donc, j'ai pas envie d'être coincée entre les deux. J'ai pas accès aux notes, ce qui me préserve ma neutralité. Puis, je préfère investir du temps à, enseigner un peu, enseigner, parler, discuter aux proches comment ils peuvent déposer ça à l'équipe médicale, comment ils peuvent parler à l'équipe médicale. Je préfère ça qu'une position d'intermédiaire. Mais je reçois des références. Mais c'est un peu un rôle, moi je comprends que c'est un peu un rôle d'intermédiaire, c'est un peu ça que je voulais dire. C'est pas nécessairement entre une famille X et tu sais, le fait de faire beaucoup de sensibilisation auprès des équipes, pas uniquement du soutien auprès des familles, parce qu'on c'est encore elles qui ont l'espèce de fardeau de réussir à ce qu'on les écoute. Mais plus on va faire de sensibilisation en tant que justement père aidant, un peu comme les pères aidants le font avec les équipes. Donc à ce moment-là, c'est un peu général, là, dans le sens que vous agissez pour sensibiliser les équipes à devenir de plus en plus sensibles, à donner de l'information qui sont pertinentes pour les familles qui les aideraient. Exact. Puis je réponds, en fait, je les aide à remplir la commande de soutenir les proches. Parce qu'ils ont cette responsabilité-là d'offrir un service aux proches. Ben, en utilisant la père aidante famille, d'une certaine façon, ça correspond à ce qu'ils doivent faire. Ça correspond aux bonnes pratiques également. Fait que, moi, je pense que, tu sais, puis j'ai eu la chance souvent d'aller présenter dans des équipes. Je fais une présentation, je parle de mon parcours, je parle des services, puis après, ben, je reçois quelques questions, puis après ça, les références, ils rentrent. Fait que il s'agit d'aller leur parler puis dire en quoi je ne me vois pas comme une menace, je suis vraiment complémentaire à toi, là. Moi, j'irai pas travailler en la clinique. En fait, je parle de moi, mais souvent, les pères aidants de famille, ce sont il y en a quelques-unes qui travaillent à temps plein, mais c'est à temps partiel. Donc, en fait, dans mon cas, j'irai jamais travailler en clinique, là. Fait que ce que je vais le faire de soir ou de week-end. Fait que ça vient, nos rôles sont différents. Mais ton rôle sensibilise plus largement, effectivement, puis sensibilise les intervenants à être à l'affût de la réalité des proches. Puis vu que ça vient de toi, avec ton parcours, ton savoir expérientiel, un peu par modeling, OK, il faut que je considère les proches, comment je peux faire ça? OK, ça veut dire ça. Tu sais, tu repositionnes plein de trucs qui fait que ça devient peut-être plus accessible. C'est pour les intervenants qui avaient ça moins naturellement, mettons. Ouais. Puis c'est drôle parce que dans mon groupe de soutien que j'anime, quand les intervenants viennent co-animer avec moi, ils ont accès à ce qu'ils n'ont pas nécessairement accès quand ils rencontrent des familles. Parce que mes familles se laissent plus aller, puis ils découvrent un peu les préoccupations, parce que parfois une famille devant une équipe médicale, ils vont être gênés ou ils n'auront pas le temps de parole. Fait que là, ils les écoutent pendant 1h30, puis je pense qu'à quelque part, ça contribue à améliorer leur propre pratique quand ils viennent faire un petit tour avec moi, puis de saisir bien les besoins des proches. Fait que c'est sûr que, en tout cas, j'ai personne qui a pas appris quand il est venu, même s'il travaille là dans leur quotidien.
Merci Julie, merci Mireille. Je n'ai pas vu d'autres mains. Il y avait Jacques Réaume qui avait levé la main, mais il l'a baissé. Je ne sais pas si Jacques, tu veux toujours poser ta question. Ah, Sinon, ben il y oui, en a. ok. Oui? OK, d'accord, oui, je veux bien. Si on a, je pensais qu'il n'y en avait plus de temps, mais je voulais un peu en rajouter la question sur le chat là, qui évoquait un peu enfin, qui vous remerciait là, de votre dans le fond, apport là, à la valorisation de la contribution et de l'implication des proches. Et c'est remarquable. Les avancées qui ont été faites depuis peu là, au Québec, c'est merveilleux. La pratique pour moi là, de père aidant en famille, c'est structuré depuis peu. Ça permet de découpler, déployer le soutien par les proches et faire reconnaître leur rôle essentiel du chemin qu'on a fait dans les dernières années, mais ça fait depuis 1989 qu'on y travaille. Moi-même, bon, comme membre de l'entourage, proche aidant d'une sœur depuis 35 ans, qui a des troubles mentaux graves, j'ai accompagné là, un groupe d'entraide à l'époque. Puis je me questionne encore aujourd'hui, bon, vous n'avez pas nommé le mot entraide mutuelle. Ça me choque, ça me chicote toujours un peu parce que je me dis, cette pratique de père aidant s'appuie sur l'entraide à la source. Bon, Diane, tu l'as bien dit, c'est deux choses bien différentes, mais je trouve qu'il faut harmoniser, articuler là, les pratiques de soutien aux proches. Il y a tellement, la prévalence des troubles mentaux est tellement importante. On a une poignée de pères aidants en famille seulement, c'est vrai en père aidance aussi, adultes, etc. On doit aussi soutenir la pratique de proches aidants, la pratique d'entraide mutuelle au sein des groupes communautaires, tant au niveau des usagers que des membres de l'entourage là-dessus. Moi, j'aurais aimé vous entendre sur comment on voit le futur, comment on peut soutenir ça pour répondre aux besoins qui sont tellement grands. Pour avoir été au ministère de la Santé pendant 23 ans, à la direction de la santé mentale, on s'est attaqué à ça, mais avec un peu de succès à l'époque où j'y étais. Mais je trouve qu'on est toujours très, très loin là, de la coupe aux lèvres. Là, puis vous êtes au front. Merci, mais en même temps, il faut être réaliste. Il faut utiliser dans le fond, toutes les forces qui sont disponibles, puis il faut penser ça à l'unisson. C'est le message que je vous laisse, puis la question en même temps. Merci. Merci, Jacques. Je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre tout ce qu'il faudrait répondre à ton grand questionnement. J'aurais le goût peut-être de conclure avec la question sur l'entraide mutuelle. Ma réponse à moi, personnelle, c'est qu'il y a de la place pour une diversité de pratiques et ces pratiques-là doivent s'inscrire en complémentarité. Entre la paraidance, qu'elle soit famille ou adulte, et l'entraide mutuelle, pour moi, l'enjeu est plus une posture différente. Quand je vais dans un centre d'entraide, c'est que je veux recevoir une forme de soutien et je m'attends à en donner à l'autre, alors que le père aidant, en principe, a assez de recul pour être là que pour soutenir l'autre, quoi qu'il va avoir aussi des bénéfices. Là. C'est la posture qui peut être différente. Si nos conférencières n'ont pas d'autres commentaires, je clôturerai le webinaire. Est-ce que vous avez d'autres choses, mesdames? Merci. Okay. Oui, merci à tout le monde des commentaires. Il y a plein de questions tellement pertinentes qui sont soulevées, puis c'est comme, ouais, on peut pas tout ouvrir ça là, mais à poursuivre ailleurs autrement, mais avec grand plaisir, vraiment. Ben, encore merci, mesdames. Je conclurai en vous disant que le QRP a toujours été convaincu de l'importance de l'implication active des membres de l'entourage, des personnes qui sont significatives. On était fiers d'avoir participé à l'élaboration du guide initié là, par l'équipe de Julie Lesage et rapatrié par le ministère pour favoriser l'intégration des proches. C'est sûr qu'on est extrêmement fiers là, de pouvoir soutenir le développement de la pratique de paraidance famille, mais toujours dans une perspective de complémentarité. Développer une telle pratique, ça se fait pas tout seul. Donc, il faut absolument, si on veut y arriver puis avoir un bel avenir à cette pratique-là, il faut travailler avec l'ensemble des organismes qui s'adressent aux membres de l'entourage, avec les organismes de CAP Santé mentale,
mentale, avec l'appui des chercheurs comme Marie-Hélène et sa gang, mais aussi avec des pères aidants familles qui soient dans la communauté de pratique ou hors de la communauté de pratique. C'est pas une pratique qui peut se développer sans eux. Et il nous faut aussi, si on veut avoir une belle palette de couleurs puis un beau développement de la pratique, des milieux d'intégration, que ce soit par l'emploi, que ce soit par le bénévolat, mais c'est par les milieux, par l'intégration de toutes ces forces-là qu'on va être capable de dire qu'on a donné les piliers nécessaires là, à la consolidation de cette pratique-là. Je vous rappelle aussi qu'à l'hiver 2025, la QRP a diffusé une revue partenaire sur l'implication avec le titre Reconnaître et inclure les proches en santé mentale, toujours un défi. OK? Alors, restons mobilisés pour relever ce défi-là. Allez voir cette revue-là, c'est gratuit et plus elle sera distribuée, diffusée, plus ça sera aussi un vecteur de soutien. Alors, merci encore, mesdames. Je vous invite à suivre les webinaires de la QRP. Le prochain sera mené par Simon Coulombe, qui est un professeur titulaire à la chaire de recherche en santé mentale, autogestion et travail. Donc, il va venir aussi nous donner son grain de sel par rapport aux préoccupations qui étaient ressorties lors du colloque et qu'on voulait toujours remettre en lumière dans le cadre de notre 35e anniversaire. Alors, vraiment, Julie, Suzanne, Marie-Hélène, Dominique, encore un gros merci pour ce super webinaire qui aurait pu durer toute la journée, mais enfin, on a faim, il faut aller dîner. Merci.